Bonjour tout le monde et bienvenue sur une nouvelle vidéo de lecture de Pipin. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, cette vidéo elle va être consacrée à tous les SP que j'ai reçus et que j'ai pu lire pour le mois d'octobre. Alors avant toute chose, je remercie énormément les auteurs, autrices et maisons d'édition qui ont eu la gentillesse et la confiance de me contacter pour que je puisse lire leurs ouvrages et les chroniquer par la suite. Un grand merci à tout le monde. Grâce à vous, j'ai pu faire des petites découvertes merveilleuses. Et le premier par lequel on va commencer, c'est une version e-book, donc je vous mets la couverture juste ici. Il s'agit de Fallen Angel Lane de Fazia Sally. J'espère que ça se prononce bien comme ça. Donc comme dit en début de vidéo, un grand merci pour m'avoir fait découvrir cet ouvrage, parce que je ne connaissais pas du tout. Et dans ce roman, on va suivre une jeune fille qui s'appelle Lane. Lane qui cherche à tout prix à avoir un avenir et qui va croiser un jeune homme qui s'appelle Stan qui lui cherche à fuir son passé et à le comprendre en même temps. Ils ne se connaissent pas et un soir Stan va par mégarde bousculer la jeune fille et leur destin va basculer. Ils vont se rendre compte qu'ils sont liés tous les deux par quelque chose qu'ils ne comprennent pas et qu'ils ne connaissent pas et ils vont essayer de creuser petit à petit, elle pour connaître son avenir et oublier son passé, et lui pour comprendre son passé pour pouvoir avoir un avenir. Et l'autrice nous embarque dans un monde de science-fiction où la science ici est pratiquée de manière pas tout à fait légale, et c'est ce qu'on va chercher à découvrir tout au long du livre avec nos deux protagonistes principaux. Alors moi j'ai deux versions, on va dire. J'ai une partie que j'ai beaucoup aimée et une l'autre un peu moins. On va commencer par celle que j'ai le plus aimée, et c'est l'univers en fait de ce livre qui est vraiment fourmillant d'idées, qui est foisonnant, qui est prenant et qui m'a fait penser à plusieurs petites choses. La première pour le côté scientifique un petit peu fou avec les expériences interdites, j'ai pensé à Final Fantasy VII avec Hojo, ce scientifique complètement fou qui fait des tonnes d'expériences sur les êtres humains qui sont complètement illégales, qui sont complètement contre nature et qui lui s'en fiche complètement. Il continue pour son plaisir, pour la science et pour son pouvoir. Ça m'a fait un petit peu penser à ça, mélangé avec un petit peu de Resident Evil, avec justement ces expériences interdites, menées par une grosse firme dont tout le monde tait le nom, mais que tout le monde connaît par cœur, coucou Umbrella, et qui font des expériences pareilles sur des êtres humains et qui vont avoir un espèce de comportement bizarre comme s'ils avaient été atteints par un virus. Donc, ça m'a fait penser un peu à ça. Et ça m'a fait également penser à un très vieux manga que j'ai lu il y a collège-lycée, qui s'appelait Lane, justement. Cette petite fille, je vais vous la mettre en photo ici, qui était un espèce d'ange à moitié déchu, complètement ignare de son passé, qu'on essayait de suivre pour comprendre ce qu'elle faisait là. Ça m'avait fait penser à ça, de par Lane, le prénom déjà, et cette ambiance qu'on ne connaît pas, qu'on ne comprend pas, avec un personnage qui dissimule son passé et qui va nous le redistribuer par petites miettes comme ça, par-ci par-là, sur le coup d'un personnage qui va lancer une discussion qui va la ramener dans son passé, sur le coup d'une action qui va la refaire basculer dans sa mémoire, sur l'environnement extérieur. Bref, on va en apprendre un peu plus sur elle, sur lui, sur leur passé, sur cette fameuse firme qui sévit dans l'ombre, et on va se rendre compte que tout est lié, mais je ne vous en dirai pas plus parce que si vous voulez le découvrir, il va falloir le lire parce que sinon ça va tout vous gâcher et c'est pas le but. Le but c'est que vous puissiez découvrir cet univers très très riche que l'autrice a créé autour de ces personnages, autour de cette aventure qui va nous porter et qui va nous intriguer jusqu'à la fin. Fin qui s'arrête mais de manière totalement abrupte et qui nous crie une seule chose, c'est prenez le tome 2 parce que vous n'avez aucune réponse dans le tome 1. Rien du tout. Juste un début de fragment de pépites à se mettre sous la dent, mais c'est tout. Il faut lire le tome 2 pour avoir, je pense et j'espère, toutes les réponses à nos questions du premier tome. Et il y en a vraiment beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnages qui gravitent autour des deux principaux. Il y a beaucoup de zones d'ombre, beaucoup de non-dits, beaucoup de brouillard parmi tout ça. Du mystère, des meurtres dissimulés en mort pseudo-naturelle, il y a des disparitions, il y a des transformations, plein de choses où on veut les réponses en fait. Donc, le tome 2, ça appelle vraiment le tome 2, que j'ai hâte de découvrir, mais que je ne pourrai pas lire pour le moment parce que j'en ai beaucoup d'autres à lire entre temps. Mais déjà, le tome 1 était une belle surprise, malgré malheureusement
la présence flagrante de fautes d'orthographe, de grammaire ou de conjugaison, voire même de syntaxe. C'est très dommage, on a l'impression que la case relecture a été oubliée ou a été malmenée, ce qui fait qu'il nous reste plein de fautes, plein de petites incohérences, plein de contresens par moment qui viennent un petit peu ralentir, un petit peu gâcher, un petit peu brouiller le lecteur dans sa lecture. Et c'est fort dommage parce que mine de rien, eh bien, on est en plein dans l'action, on est pris avec les personnages et paf, on vient se heurter à une petite faute, à un problème de pronom ou à une syntaxe qui a été inversée. Et le lecteur se prend à réfléchir en mode mais j'étais pas sûre que ce personnage-là ait tel pronom quelques lignes avant, ou alors attends, je suis pas sûre d'avoir compris, ou ça, c'est pas la bonne écriture pour ce mot-ci. Et c'est dommage parce que ça nous sort un petit peu de la lecture, ça nous sort de l'action, alors que on est bien dedans en fait. On a envie de continuer parce que les chapitres sont courts, les chapitres sont rythmés, et ils nous donnent envie de progresser dans cette enquête en fait. Donc c'est fort dommage de ce point de vue-là. Moi je sais que j'ai eu assez de mal avec les fautes, avec les problèmes comme ça que l'on retrouvait assez souvent. Donc très dommage. J'espère que le tome 2 n'aura pas ces soucis-là. Je le lirai quand même dans tous les cas parce que je veux connaître la fin, je veux connaître la suite et je veux mes réponses à mes questions. Mais voilà, c'est le petit truc qui m'a fait que ça m'a un petit peu freiné. C'était un petit peu problématique en fait d'être confronté comme ça avec ces soucis de syntaxe. Mais cela étant, je vous conseille de le lire, je vous conseille de le découvrir, de vous plonger dans cet univers de science-fiction qui est très abordable par tout le monde. Donc, Fallen Angel Lane, allez le lire, allez le découvrir et dites-moi ce que vous en avez pensé. Ou si vous l'avez déjà lu, n'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour qu'on en discute ensemble. Passons ensuite à un autre que j'ai eu en version papier qui s'appelle Valse froide. C'est de Pierre Thierry et ce sont 3 nouvelles. Alors, une fois de plus, je remercie l'auteur qui a eu la gentillesse, en plus de nous le dédicacer. Et regardez, c'est un tout petit livre qui se lit donc ultra rapidement. Il fait 80 pages, même pas, il fait 47 pages, donc très rapide à lire. Et en plus, ce sont des nouvelles, 3 précisément, donc ça s'enchaîne à une vitesse incroyable. Et j'avoue que si du premier abord je suis pas trop nouvelle, parce que j'avoue que j'ai tendance à être frustrée par la longueur donc très courte de ce récit. C'est le but, hein, c'est vraiment de nous appâter, mais moi ça me frustre parce que quand c'est quelque chose que j'aime bien, que je suis bien dedans, mais j'ai envie que ça continue. J'ai envie qu'il y ait plus de lignes et que ça se termine presque en roman et non en nouvelle. Mais celles-ci, elles sont très originales et je les ai beaucoup aimées. Tout de suite, le résumé. Un matin d'hiver, une petite fille regarde danser les nuages. Ils lui font penser à la valse d'Hector Berlioz dans la Symphonie fantastique. Un drame se noue. Peut-on échapper au tragique de l'existence ? Ça, c'est pour la première. Deuxième nouvelle. À Clermont-Ferrand, le lecteur fait connaissance avec une femme mystérieuse, Lia Métonimi. Et pour la troisième, en Dordogne, Apollon, surnommé le Coq-Léon, vous entraînera dans une aventure inattendue. Donc, 3 nouvelles, 3 résumés très courts, mais assez pour pouvoir vous mettre l'eau à la bouche sans vous dévoiler l'intrigue parce que c'est quand même donc très court. La première, Valse froide, c'est ma préférée. C'est celle qui porte d'ailleurs le titre de ce recueil, avec une couverture moi que je trouve très automnale, malgré les reflets, avec cette flaque d'eau où il y a des arbres qui se reflètent dedans, cette terre noire avec ces cailloux qui font ressortir le côté froid de la nature. Moi j'aime beaucoup. Et il est parfait, je trouve, pour la période. Et Valse froide, derrière, il y avait marqué donc une petite fille qui regardait les nuages, dont la danse lui faisait penser à la valse de Berlioz, la symphonie fantastique. Je ne connaissais absolument pas. Et par curiosité, je suis allée la mettre en fond sonore pour pouvoir la découvrir et pouvoir lire cette nouvelle sur le son qui a inspiré celle-ci. Et c'était vraiment chouette parce que ça m'a permis de faire une nouvelle découverte musicale et ça m'a permis de vraiment de m'imprégner de l'ambiance qui, je trouve, c'est vrai, colle parfaitement à la première nouvelle en fait. Et cette plume
emportée avec la musique, avec l'ambiance qui se dégageait de cette nouvelle. Elle était vraiment super chouette, une grande découverte, très belle, très poétique, très envolée. Et ça collait vraiment, c'est vrai, parfaitement avec le premier mouvement, je trouvais, de la valse de Berlioz, qui était très très chouette, donc une double découverte super bien. Et l'ambiance un petit peu sombre, un petit peu foggy de cette première nouvelle, moi je l'ai trouvée vraiment super chouette. Ça collait parfaitement en plus avec l'ambiance dans laquelle je les lisais, donc moi j'ai beaucoup aimé. La deuxième est vraiment axée sur le voyage, je dirais, mais le voyage, un peu le voyage intérieur, le voyage qui nous permet de nous laisser aller, de nous laisser porter par la plume, par les personnages, par un lâcher-prise totalement fou qui nous fait nous sentir bien et qui était totalement inattendu mais qui était vraiment chouette, un lâcher-prise constant qui nous fait voyager de corps et d'esprit. Et je pense que inattendu, c'est vraiment le mot qui résume parfaitement ces trois nouvelles, parce que le premier, elle était inattendue, puisque je ne savais vraiment pas à quoi m'attendre, justement. La deuxième, elle était inattendue par le tournant que prenait l'histoire, à laquelle je ne m'y attendais pas non plus. Et la troisième est inattendue parce qu'elle est humoristique, sans que le lecteur s'en rende compte, en fait. L'histoire d'Apollon le coq, j'ai eu un petit moment de doute en me demandant est-ce que c'est vraiment un coq l'animal ou est-ce que c'est une métaphore pour quelqu'un qui se prend pour un coq de par sa fierté. Et finalement, je vous laisserai découvrir ce qu'il en est, mais c'est assez drôle, c'est assez inattendu une fois de plus, et on se laisse porter par la plume parce qu'on se dit mais où est-ce que l'auteur veut nous emmener? Je vais le suivre, je vais aller au bout de ses mots et je vais voir ce qu'il veut me dire. Et c'est chouette, franchement c'est très très chouette, je me suis régalée. Il est tout petit, il se lit très très vite, il est très agréable. Et il est également entrecoupé de petits sonnets qui viennent ajouter un petit plus encore à la lecture et vraiment nous emporter dans le monde complètement inattendu, une fois de plus, que l'auteur veut nous montrer. Et très sympa. Franchement, une très chouette découverte que je vous recommande parce que franchement, il est petit et par sa taille, et par son prix, et par son temps de lecture. Donc franchement, posez-vous et prenez valse froide pour vous détendre et découvrir un monde complètement différent de ce à quoi j'avais l'habitude en fait de plonger en tant que lectrice. Et c'était très sympa. Passons maintenant à un autre livre en version e-book, donc la couverture juste ici de Land of the Free de Keot. Je ne sais pas si ça se prononce comme ça, K-E-O-T. Donc si c'est le cas, youpi. Si c'est pas le cas, désolé, je ne sais pas comment ça se prononce. Mais bref, Land of the Free, c'est une plongée dans le monde de la drogue et de l'informatique. Alors on va suivre Josh. Josh qui a envie de changer de vie. Ancien drogué, il a envie de se reprendre en main, il a envie de déménager à Vegas et de commencer une nouvelle vie en aidant sa cousine et en se lançant dans le monde du travail. Mais le travail qu'il trouve, ça va être développeur d'un site qui va revendre de la drogue. Il va retomber dedans et il va avoir une nouvelle vision de sa propre vie, de tous ses choix, une remise en question de ses choix, une remise en question de son passé, de son avenir et de ses actes en tant que consommateur et donc en tant que revendeur quelque part de drogue et de ce que ça peut faire sur son impact de vie à lui et sur celle des autres à qui il la revend. Et là, l'auteur, il va vraiment nous plonger dans le monde du dark web, dans le monde du code, dans le monde de la drogue et tout l'envers du décor de justement ces personnes qui la revendent à d'autres personnes un petit peu désespérées qui essayent peut-être de trouver un échappatoire, de trouver un boost à la vie, de trouver quelque chose pour les aider, bref. Plein de visions différentes, plein d'utilisations différentes qui vont faire que le lecteur, soit il va réussir à s'imprégner de cet univers, soit il va s'en détacher complètement s'il est hermétique à ce monde-ci. Moi, je suis un petit peu hermétique au sujet drogue et au sujet drogué en général, pour plein de raisons qui font que moi, je trouve qu'un drogué est un parasite de la société. Ce n'est que mon humble avis, on est d'accord là-dessus, mais ma mère étant infirmière, elle en a beaucoup soigné, elle en a beaucoup aidé, et elle a eu beaucoup aussi de revers de médaille avec des drogués qui ne cherchaient pas d'aide, mais qui cherchaient juste de la cam. Donc, comment vous dire que moi, je ne les aime pas trop. Bref.
Ceci étant dit, le sujet de l'auteur, même si ce n'est pas tout à fait ma came, j'ai beaucoup aimé, et j'ai surtout beaucoup aimé de par sa plume. Sa plume est très fluide, elle est très agréable, elle est drôle, avec le soupçon d'humour et d'action placé là où il faut pour que le lecteur se sente bien, qu'il ait envie de continuer et qu'il ait envie de savoir ce que Josh va faire de sa vie, de son métier, de son avenir. Et on se laisse porter et on se laisse surtout happer par les mots que l'auteur arrive à nous créer, à nous fournir un univers très riche, très fourni. Et l'enchaînement des mots, l'enchaînement de l'action, l'enchaînement des choix du protagoniste principal font que la plume devient addictive, la plume devient quelque chose de nécessaire, et on veut continuer, on veut s'abreuver des mots, et cette plume devient elle-même une drogue finalement pour le lecteur qui en veut toujours plus, qui veut aller toujours plus loin pour connaître toujours plus sur cette histoire. Donc c'est très bien joué, parce que pour quelqu'un qui comme moi n'aime pas la drogue, finalement je me suis laissée prendre au jeu et j'ai été droguée moi aussi finalement par l'écriture de l'auteur que j'ai vraiment beaucoup aimé. Très sympa, avec l'humour qu'il faut là où il faut, avec le thème de l'informatique abordé de manière assez vulgarisante pour que les personnes non initiées puissent ne pas être perdues. Donc très très bien, très abordable par tous, qui se lit très bien et très vite. Une jolie découverte, encore merci à l'auteur de me l'avoir fait découvrir. On change d'univers et on va passer à un policier, un thriller même policier, avec Le Morpho Bleu de Jean-Louis Rougeant. Et donc, là comme la couverture se met juste sur le côté, on peut y voir un fameux morpho bleu qui est donc un papillon. Je ne savais absolument pas avant de commencer ce roman, et retenez bien cette couverture. Et on va suivre un enquêteur qui s'appelle Azor, qui va être sur l'enquête d'un cadavre qui a été retrouvé et identifié sous le nom de Michelle Coltrane. Le premier cadavre a été retrouvé à Springfield, mais bien vite, d'autres cadavres vont commencer à pleuvoir partout aux États-Unis, à Santa Fe, à Tulsa, qui sont des villes complètement éloignées les unes des autres. Mais la seconde victime est retrouvée et identifiée en tant que Michelle Coltrane. Comment est-ce possible ? Deux victimes complètement différentes, à deux endroits complètement différents et éloignés l'un de l'autre, qui seraient exactement la même personne ? Il n'en fallait pas plus pour que l'inspecteur se mette sur l'enquête et nous emmène avec lui pour découvrir à travers le monde de l'art, à travers la science, à travers l'écologie, à travers de la science-fiction et du policier, qu'est-ce qui se trame derrière ces fameux meurtres, ces fameuses personnes retrouvées sous la même identité d'une seule jeune femme. Très intéressant, très fourni, très riche en informations justement sur tous ces domaines, que ce soit le domaine de l'art, de la science, on apprend plein de choses, et il faut être assez, entre guillemets, accroché parce qu'on apprend énormément d'informations, et chaque information est utile et même un point clé de l'enquête qui va nous servir à avancer un peu plus, ou à refaire des recherches, ou à se rappeler d'un détail qu'il y avait précédemment pour pouvoir nous faire continuer à avancer. Très sympa, avec des idées complètement folles que j'aurais jamais pensé. Tout est très bien ficelé, tout est bien pensé à l'avance. Les emplacements, les choix scientifiques, les choix écologiques, tout est relié, tout crée un lien, tout crée une toile, une espèce d'enchevêtrement d'idées, d'informations, de lieux, de personnes, de faits qui nous transportent d'un bout à l'autre des États-Unis avec, comme appât, l'envie de savoir qui sont ces jeunes femmes, pourquoi elles sont identifiées sous le nom d'une seule, qu'est-ce qui s'est passé derrière, on veut savoir. Et c'est un dénouement totalement fou auquel je ne me serais vraiment pas attendue. Donc franchement bien joué. L'auteur nous emmène où il veut, au rythme qu'il veut, pour nous faire découvrir ce qu'il veut, quand il le veut. Et c'est bien joué parce qu'on se laisse porter et on se dit mais je ne comprends pas où est-ce qu'on va. On a l'impression que comme Azor, l'inspecteur, il nous manque des informations, qu'on se joue de nous, qu'on nous donne que des miettes et qu'on a un train de retard. Et ça agace autant l'inspecteur que le lecteur qui se dit mince, je suis en train de passer à côté de quelque chose, mais quoi ? Je ne vois pas quoi. Et au fur et à mesure, on arrive à rattraper le récit, on arrive à comprendre ce que Azor cherche, quel est le lien il nous manque, et on avance avec lui, et au fur et à mesure, l'intrigue se dévoile, le récit prend en ampleur, l'action est à son comble, et
et le final arrive, et on comprend que chaque indice que l'auteur avait laissé était important, qu'il fallait s'en souvenir, qu'il fallait le mettre dans un coin et le rattacher à d'autres éléments de l'enquête pour que l'on puisse découvrir au final qu'est-ce qui s'est passé du début à la fin. Bien joué, moi je me suis laissée porter, une belle intrigue, beaucoup d'éléments qu'il faut réussir à segmenter, mais c'était très sympa. Moi je vous conseille d'aller le lire une fois de plus. Dites-moi ce que vous en avez pensé si jamais vous connaissez ou si jamais il vous intrigue. Et on arrive au dernier livre, au dernier SP que j'ai reçu et pu lire pour le mois d'octobre. Il s'agit de Comme dans un rêve de Luc Marandé. Et alors là, pareil, je suis sortie mais expulsée de ma zone de confort parce qu'on va partir sur du théâtre. Alors, non seulement le théâtre, c'est pas tout à fait ma tasse de thé, parce que j'ai pas l'habitude d'en lire, et encore moins du théâtre contemporain. Alors là, je partais mais dans l'inconnu totale, donc merci à l'auteur de m'avoir fait sortir de ma zone de confort et découvrir un nouveau genre, on va dire, un nouveau style d'écriture que j'ai pas l'habitude de lire en temps normal. Pour le résumer, il est très court, nous avons Laissons-nous emporter par le rêve qui, comme la passion, peut naître d'un coup de baguette magique. Place au théâtre comme on l'aime, sur les boulevards. Il est très court, avec une police d'écriture assez grosse, donc très facile à suivre, avec tous les classiques du théâtre, entre parenthèses, ou en italique, il va y avoir où se situe la scène, l'attitude d'un personnage, ou s'il va rire, s'il est étonné, s'il est peureux. On va avoir vraiment toutes les informations qu'il faut, comme si on assistait réellement à un théâtre, une pièce qui se joue devant nous, et où on a besoin d'avoir des informations visuelles que l'on ne comprendrait pas juste à la lecture en fait de ces lignes. Donc, pour ça, moi j'étais pas perdue, j'étais vraiment assise en tant que spectateur et la pièce se jouait devant moi, devant ces lignes en fait, et je me suis laissée un petit peu porter pour découvrir une écriture dont je n'ai pas l'habitude, donc qui m'a assez déroutée. Et dans cette pièce, on va retrouver deux personnages principaux, un qui est malade et l'autre qui va être le donneur d'organes qui va pouvoir le sauver. L'opération s'est visiblement bien passée, mais au réveil de chacun, on a l'impression que les deux personnalités ont été échangées, que le personnage principal commence à prendre des mimiques étranges, des intonations de voix pas naturelles. Il a un comportement bizarre qui n'est pas celui qu'il avait avant de se faire opérer. Donc, d'où vient le souci? Est-ce qu'il y a eu un problème à l'opération alors que tout s'était bien passé? Est-ce qu'il y a un dédoublement de personnalité? Est-ce que le fait de lui avoir greffé des cellules d'un donneur, eh bien, il devient à moitié lui le donneur? On va essayer de suivre qu'est-ce qui se passe entre ces personnages avec la famille de ces derniers qui vont graviter autour et essayer de comprendre eux aussi ce qui se passe. Est-ce que c'est normal ou pas? Et moi, ce qui m'a bluffé, c'est la fin, c'est le dernier chapitre. Parce qu'on suit toute la progression théâtrale, toute l'avancée que l'auteur veut nous montrer vers le fil conducteur vers lequel on veut aller ou vers lequel il nous pousse. Et le dernier chapitre arrive et on se dit « Ah oui, mais pas du tout. Pas du tout. Ce n'est pas ce à quoi je m'attendais. Il a bien joué. » C'est un retournement de situation qui fait qu'on se dit « Il nous a menés en bateau, il nous a fait jouer le théâtre, il nous a fait jouer ses personnages comme il le voulait, avec les intonations qu'il fallait, avec les interrogations qu'il fallait, pour que le lecteur se pense suivre une trame qui lui était destinée, et qu'en fait pas du tout. L'auteur avait décidé d'autre chose et nous le met de but en blanc dans le dernier chapitre pour nous asseoir complètement et finir sur un rideau magistral. C'était intéressant, même si moi j'ai eu un peu de mal avec le ton des personnages qui était assez bourgeois, on va dire. Assez humour décalé, humour un petit peu dérangeant sur certains points actuels, mais je ne vous en dirai pas plus. Lisez si vous voulez savoir de quoi je parle. Moi, ça m'a un petit peu dérangé, ce côté un peu décalé, ce côté assez bourgeois. Mais je pense que amené au théâtre visuel et pas au théâtre lu, ça doit être très sympa. Je pense que le jeu d'acteur doit y être pour beaucoup dans la mise en scène, dans la lecture et l'expression de cette pièce. Ça doit être très sympa à voir en vrai, joué par des vrais acteurs, avec des vraies mimiques, avec des intonations différentes qui doivent être très importantes, je pense, pour que le lecteur soit vraiment
enfin que le spectateur même soit vraiment imprégné par la scène. Que on a du mal à le ressentir à la lecture, je pense. Il y a tout le côté entre parenthèses qui nous met dans le contexte, mais c'est pas pareil que de le vivre, que de vivre le vrai théâtre en fait. Donc intéressant, mais je pense que jouer en vrai, ça doit être encore mieux. Donc, si vous l'avez pas lu, dites-moi ce que vous en pensez. Parce que moi, j'ai pas du tout l'habitude. C'était pas mal, ça m'a un peu dérouté, même si j'ai eu donc beaucoup de mal avec le ton des personnages. Mais je pense que ça doit être voulu et ça doit être fait pour être joué. Donc, dites-moi si vous l'avez lu, dites-moi ce que vous en avez pensé, et dites-moi si vous aussi vous aimeriez le voir interprété à l'écran ou dans la rue, telle une vraie pièce de théâtre en fait. Et voilà, comme dans un rêve, conclut ici la vidéo et tous les let's play que j'avais reçus ce mois-ci. Donc un énorme merci encore à toutes les personnes qui m'ont envoyé et contacté pour pouvoir faire toutes ces chroniques. J'ai fait de belles découvertes grâce à vous, un énorme merci. N'hésitez pas à utiliser la section des commentaires pour me dire ce que vous en avez pensé, si certains de ces livres vous intéressent ou si vous les avez déjà lus, qu'on puisse en discuter tous ensemble. Sur ce, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Moi je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo des lectures de Pipin. Allez, ciao!